Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette cérémonie, quatrième cérémonie de remise des meilleurs plans de vigilance. Donc on va dérouler ça à peu près sur 1 heure au total. D'abord, on va donner la parole au président du FIR et de A2 Consulting, donc Alexis Mas et Jacques Schramm. On demandera ensuite à Dominique Potier de nous faire un petit focus sur l'actualité qui est très riche en ce moment, actualité européenne autour des plans de vigilance, de la législation qui se dessine, également de la mission dont il est aujourd'hui, qui lui a été confiée d'évaluation de la loi française sur le devoir de vigilance. Et après, on rentrera un peu dans le dur du sujet de au prix de cette année, avec donc Patrick Vialanex de A2 Consulting, qui nous fera un petit point à la fois méthodologique et un peu comment le CAC 40 s'est comporté par rapport aux années précédentes. On passera la parole ensuite à Lionel Brun, donc de Préfonds, qui a été le président de notre jury cette année, qui nous parlera un petit peu lui de sa vision aussi des travaux du jury en particulier, et qui remettra les prix donc à nos lauréats. J'ai dit nos lauréats parce que cette année il y a une innovation. Nous avons un deuxième prix, un prix de la meilleure progression, en plus du prix du meilleur plan de vigilance, pour récompenser les entreprises qui, pour ceux qui connaissent le vocabulaire de l'investissement responsable, fait partie plutôt du best effort, du coup, alors qu'on a déjà un prix best in class, un peu traditionnel. Et puis donc après la remise des prix concrètes et avoir dévoilé les lauréats de l'année, on aura un propos conclusif de Stéphanie Kerbar, la députée qui est membre de notre jury depuis la première édition. Alexis, je te propose de commencer si tu veux bien. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette quatrième édition du meilleur prix de vigilance, du prix du meilleur plan de vigilance, soyons précis. Que de temps parcouru depuis ces 5 ou 6 dernières années. Ces 5 ou 6 dernières années, nous étions un peu la seule organisation d'acteurs économiques à soutenir le principe qui allait rentrer dans la loi du plan de vigilance et du devoir de vigilance. Puis on est 5 ou 6 ans plus tard, et ce principe qui était contesté, qui était un objet de crispation pour les acteurs économiques, est rentré dans les mœurs. Il est devenu un outil de compétitivité positive. Il permet de maîtriser ses risques extra-financiers, ses risques environnementaux, ses risques vis-à-vis des droits humains, avec un triptyque. Je cherche à connaître mes risques, ensuite je cherche à les maîtriser bien sûr, et parce que quand je détecte des risques, je prends des actions correctives. Ce triptyque avait été pensé il y a 5 ou 6 ans comme quelque chose d'inatteignable est vraiment rentré dans les mœurs. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement il rentre dans les mœurs des entreprises françaises, mais en plus il devient un exemple à suivre au niveau européen. On y reviendra avec Dominique Potier. Donc, ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises ont des plans parfaits, mais ça veut dire que cet outil qui était un défi a trouvé sa place dans les outils de maîtrise des risques des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le prix. D'abord, la première année, sur l'intuition que, parce qu'on avait soutenu le principe, il fallait montrer que c'était possible de le faire. Et puis, au fur et à mesure des années, on a vu que, oui, les meilleurs de la classe se saisissaient de l'outil, arrivaient à en faire quelque chose d'intéressant, pas quelque chose de parfait, parce qu'il y a encore, bien sûr, des tas de risques à mieux connaître, à mieux maîtriser, mais quelque chose qui apportait quelque chose et qui prenait sa place dans le paysage et qui permettait à des acteurs comme les investisseurs de croire dans la qualité des pratiques et de maîtrise des risques tout au long de la chaîne de sous-traitance, parce que c'est bien ça le défi, éviter que un scandale comme celui du Rana Plaza, l'effondrement d'un immeuble dans lequel des ouvriers textiles sont en train de travailler au Bangladesh, se reproduise, non pas parce que nous sommes capables de maîtriser tous les risques au long de la chaîne de sous-traitance, mais parce que chacune des grandes entreprises, en s'intéressant à ce qui se passe, non seulement dans leur propre périmètre, mais aussi auprès de leurs sous-traitants, sont capables d'améliorer leur connaissance et leur maîtrise des risques, d'éviter que leur nom soit associé à des scandales et qu'au final, à la fois l'environnement et les droits humains soient bafoués éventuellement, mais surtout qu'elles-mêmes puissent n'être associées qu'à des pratiques respectables qui sont celles qu'elles revendiquent. Je passe la parole à Jacques Schramm en vous remerciant toutes et tous.
Merci Alexis. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette quatrième édition de la remise du prix du meilleur plan de vigilance, mais aussi la première édition du prix du meilleur progrès en matière de devoir de vigilance. Alors tout ceci concourant à ce que les bonnes pratiques en matière de maîtrise des risques ESG sur la chaîne d'approvisionnement soient généralisées le plus largement et le plus vite possible. Alors, en toute honnêteté, on n'en est pas encore tout à fait là. Patrick nous en parlera plus en détail. Mais je veux surtout retenir le positif qui est que chaque année, depuis 4 ans, en fait, on constate qu'il y a des progrès réels et constants. Et rien que cela, en fait, nous motive pour continuer méthodiquement chaque année. Voilà. On a le sentiment vraiment d'être utile. Alors, si c'est difficile, si on n'a pas encore tout déployé, il y a des raisons et en fait, on s'aperçoit que cette matière n'est pas facile en fait pour les entreprises, notamment les grandes entreprises qui elles-mêmes sont complexes. En fait, les grandes entreprises ont besoin d'outils pour savoir comment s'y prendre en fait sur un certain nombre de sujets. Et en fait, nous, on a fait le choix chez A2 Consulting, au-delà du prix du devoir de vigilance qui nous occupe beaucoup à une certaine période de l'année, de nous investir en fait sur la création de ces outils. Alors pas tout seul, avec d'autres parties prenantes, dont je vais en citer 4. Le groupe de travail OPSAR sur la décarbonation des achats, vraiment un grand sujet en ce moment. La publication cette année, au mois d'octobre, d'un livre que nous avons coécrit avec une bonne dizaine d'experts en matière d'achat responsable, qui s'intitule « 100 questions sur les achats responsables ». C'est fait avec AFNOR et l'OPSAR. Et dans notre équipe, nous avons 3 de ces experts qui ont écrit à peu près le tiers des articles en question. On participe aussi en ce moment aux réflexions gouvernementales sur l'amélioration, le déploiement du label Relations fournisseurs et achats responsables, qui est géré par la médiation et qui est appelé probablement à se développer très fortement, notamment dans le secteur public, à l'initiative du gouvernement. Enfin, nous allons réactiver avec l'AFNOR et aussi avec l'OPSAR, et on l'espère avec d'autres grandes associations, la deuxième édition du baromètre ISO 20400, fin d'année 2022. Voilà, donc ce sera une occasion effectivement de parler de ces outils qui sont indispensables aux entreprises et de les mettre entre leurs mains. Alors, au-delà de l'outillage qui progresse, on peut aussi signaler bien sûr que le contexte lui-même incite les entreprises à progresser. J'en citerai 3 éléments de contexte. Le premier, c'est la crise elle-même qui a mis sur le devant de la scène certains thèmes, je n'en citerai qu'un, comme la relocalisation des achats. Donc, ça pose plein de problématiques qui ne sont pas faciles pour les directions achats à traiter. Deuxièmement, la montée en puissance de certaines réglementations, règlement de disclosure dans le secteur financier ou le CSRD pour les entreprises de plus de 250 personnes. Enfin, je crois que M. Potier en parlera, l'émergence probable de directives européennes sur le devoir de vigilance qui vient d'être annoncée par Emmanuel Macron dans le cadre de la PFUE, mais il est à peu près certain que l'Union européenne va avoir beaucoup plus de poids dans les années à venir dans ce thème du devoir de vigilance. Voilà. Donc tout ceci indique qu'il y a de fait une révolution en route dans les entreprises, en priorité, il va leur falloir en fait traiter opérationnellement l'identification, l'évaluation, la hiérarchisation et l'atténuation des risques ESG dans la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas facile à l'échelle de très grandes entreprises qui ont parfois des très longues chaînes d'approvisionnement. Et que tout ça peut être vécu comme des contraintes en fait par les entreprises. Mais en fait, je pense aussi que notre propos à travers le prix qu'on fait avec le FIR et aussi d'avoir une vision plus positive de l'utilité de ce qu'on fait, puisque en fait, on peut considérer aussi, et c'est ce qu'on commence à voir, c'est que les plus avancés, en fait, dans cette transformation, vont
transformer ces impacts en fait en levier de création de valeur. Et c'est vraiment la dynamique qu'on cherche à construire dans ce prix. Voilà, donc pour finir, on peut effectivement constater que tout ceci, c'est vraiment beaucoup de travail pour que ce prix puisse fonctionner avec tous les attributs d'outils et autres qu'on peut imaginer. Et donc, je tiens vraiment à saluer le travail réalisé par l'ensemble des acteurs qui œuvrent en fait pour que tout ce qu'on fait soit une vraie dynamique qui s'installe dans notre pays. Voilà. Merci Jacques. Donc on a évoqué la dimension européenne, hein, tu l'as évoqué à l'instant. La France a été pionnière il y a quelques années, très clairement. Aujourd'hui, elle est en train de réviser ce premier texte de loi, enfin de le regarder, de le scruter, alors que l'Europe est en train de dessiner son premier texte. Donc on a une percussion d'agenda en ce moment. Donc Dominique Potier, vous êtes impliqué très très directement sur ces deux sujets, à la fois au niveau national et au niveau international, et donc européen en particulier. Ça nous intéresse d'avoir votre point de vue sur ce moment particulier que nous vivons en ce moment. Oui, bonjour Alexis, bonjour Jacques, bonjour à tous, et merci pour votre invitation. Nous pouvons effectivement parler d'un kairos, d'un moment singulier, d'un moment où les forces sont en train de se localiser, de se cristalliser. Il y a un moment de devoir de vigilance, et notamment la semaine passée, nous avons vu, outre la mise en œuvre du travail d'évaluation sur lequel je reviendrai, une déclaration du président de la République devant le Parlement européen qui, en réponse à plusieurs questions de députés français et d'autres députés européens, a clairement annoncé que la loi de 2017 avait vocation à devenir une directive européenne et qu'il s'y emploierait pendant cette présidence. Bon. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, avait lieu le 20 janvier exactement, à 10h du matin, un vote à l'unanimité, 128 voix venant de 7 formations politiques différentes, unanimité autour d'une proposition de résolution européenne que nous avions élaborée avec mes collègues Mireille Clapeau, l'AREM, et Jean-Paul Lecoq, PC, mais je ne vais pas citer tous les autres, il y avait des modems, il y avait des gens de différentes formations politiques, et qui avait été signée, cette résolution, par 124 députés. Adoption à l'unanimité, déclaration du président de la République au Parlement européen, et il y avait de toute évidence un moment de devoir de vigilance la semaine dernière. Et il est heureux qu'à l'occasion de la remise de ce prix, et j'en profite pour féliciter par avance les lauréats, mais aussi tous ceux qui ont participé, qui ont joué le jeu de cet échange des bonnes pratiques dans cette dynamique que vous avez impulsée au Forum pour l'investissement responsable. Je voudrais vraiment vous en féliciter. Je me dois de vous donner quelques éléments d'actualité plus factuels. Alors, je l'ai évoqué, dans la dynamique de la loi française, nous avons d'une part sollicité depuis 3 ans un travail d'évaluation. Il nous a été accordé tardivement, mais il faut être bon joueur, il nous a été accordé, donc un peu avant Noël, et nous avons quelques semaines pour réaliser un travail qui aurait mérité plusieurs mois, je pense au moins 6 mois de travail d'investigation, d'enquête, des déplacements, etc. Donc on est dans une contrainte extrême, mais je suis heureux avec ma collègue Coralie Dubost, qui ne méconnaît pas ces questions de responsabilité sociale des entreprises, puisqu'elle a rendu des rapports sur le sujet. Nous menons un travail d'investigation, et ce travail, il sera d'abord un état de l'art. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été publiées sur le devoir de vigilance, alors au niveau national, au niveau européen, sur le plan académique, des travaux de journalistes, etc. Et leur travail de nos administrateurs est d'abord de faire un état de l'art de l'ensemble des productions intellectuelles. Il faut analyser cette innovation législative, sa portée et sa dimension transformatrice pour notre économie. Donc, état de l'art et puis audition sous forme de table ronde de l'ensemble des parties prenantes, syndicats, patronat, monde intellectuel, ONG, etc. Donc, nous sommes en train de faire ce travail avec bien sûr des auditions du gouvernement et de toutes les parties prenantes, et nous le rendrons fin février. Dans un mois, nous serons en train de rendre notre rapport. Donc, nous sommes dans une course, et nous avons choisi pour faire ce travail d'évaluation avec les contraintes temporelles que vous comprendrez bien,
dans le calendrier législatif, tout va s'arrêter vers le 20 février, c'est de choisir 3 filières et un seul thème. Ce thème, c'est la traite des êtres humains et plus précisément le travail des enfants. Et les 3 filières, celles sur lesquelles nous avions un préjugé, on n'a pas les moyens de faire une étude scientifique pour voir s'il y en avait d'autres plus, etc., mais on est parti du textile, on est parti de l'extractif au sens large, et puis des filières agroalimentaires. Donc le travail des enfants sur ces 3 filières et zoom sur les fédérations professionnelles, mais également sur de grandes entreprises qui acceptent de jouer le jeu avec nous et de mettre à plat leur plan de vigilance, leurs difficultés, leur coopération interne, externe, etc. Donc un travail absolument passionnant qui va servir d'une part à inspirer le débat européen qui va s'ouvrir désormais sous la présidence française avec les projets de directive attendus prochainement. Donc ça va être une contribution. La loi française évaluée, même sommairement, sera une contribution au débat. Et puis, s'il y a une directive européenne, il y aura une révision de la loi française, donc on aura des travaux pratiques et des premiers éléments d'évaluation à livrer, même si il est encore trop tôt pour en connaître les fruits. Voilà, c'est travail d'évaluation en cours. On en rend compte vers le 20 février avec Coralie Dubost à l'Assemblée nationale. La résolution européenne que nous avions préparée dès cet été proposait la signature de nos collègues, a réuni, on pourrait dire, ça fait presque un député sur 3, sur 4, quoi. Donc c'était très important aussi, tout horizon. Elle a connu un vrai succès d'estime, elle a été adoptée à l'unanimité en commission des affaires européennes il y a environ 3 semaines, en commission des lois il y a 10 jours, et présentée dans le cadre de la niche des socialistes le 20 janvier, juste avant celle, symboliquement, de reconnaissance du génocide du peuple ouïghour en Chine. Ça a été 2 moments historiques et convergents pour redire le refus d'une certaine mondialisation, en tout cas un moment extrêmement émouvant, vous imaginez, dans le long marathon qui a été semé d'embûches, qui a été le nôtre. Donc, unanimité, écho du président de la République. Alors maintenant, si on regarde les travaux européens de façon pratico-pratique, au-delà des déclarations, des plaidoyers, ceux du président de la République, ceux de l'Assemblée nationale, qu'en est-il des autres pays? Vous savez que 7 pays ont désormais engagé un processus législatif, que d'autres, en dehors de ces 7, ont engagé des discussions dans la société civile, bref, que l'Europe, pour la moitié des pays qui la composent, bruissent de ces essais plus ou moins avancés autour du devoir de vigilance. Le modèle le plus avancé, le plus conséquent est évidemment le modèle allemand, adopté l'année dernière, sur des modalités assez différentes de la France. Mais nous aurons l'occasion, avec la Fondation Jean Jaurès, ce sera lundi prochain, d'avoir un webinaire auquel je vous invite par avance, soyez attentifs aux publications. On aura l'occasion avec une députée social-démocrate allemande de faire un point complet sur les différences entre la loi allemande et la loi française, ce qu'elles ont de commun, ce qui les différencie, et comment elles peuvent nourrir un projet de directive et les tensions qui animent aujourd'hui le débat européen. Un webinaire, des tribunes ont été publiées dans le monde, etc. Enfin, je vous renvoie toute une littérature sur cette construction européenne. Que nous dit la Commission européenne? Puisque le Parlement, vous le savez, s'est prononcé printemps dernier à une très large majorité en faveur d'un devoir de vigilance ambitieux. Que dit la Commission? Eh bien, c'était un peu en attendant Godot, quoi. On attendait pour l'été, puis on a attendu pour septembre, on a attendu pour... Voilà, on n'a pas arrêté d'attendre ce texte. Il y a eu la nomination de Thierry Breton, commissaire au commerce intérieur, qui a été associé à celui du commissaire à la justice. Le doute à s'installer, les délais. Et nous avons eu l'occasion d'interroger à plusieurs reprises Thierry Breton, pour ma part au moins à 3 reprises, à Bruxelles, à Paris. Et on a eu l'information il y a une dizaine de jours, mi-février, c'est confirmé par le président de la République, il a dit également, enfin en février, en tout cas, soyons prudents, en février, la directive devrait sortir. Et tout repose désormais sur le texte socle, qui sera le texte de la directive. Et là, nous rejoignons les débats qui traversent le travail d'évaluation que nous avons engagé. Le débat portera sur des éléments aussi précis que le rôle d'une autorité administrative. Il y a unanimité pour considérer que nous aurons besoin soit d'une autorité européenne, soit plutôt, et c'est plutôt l'idée qui court aujourd'hui, d'une
d'un réseau d'agences nationales à l'échelle européenne qui accompagnent nos grandes entreprises dans la mondialisation pour atteindre ces objectifs de RSE et, comme le disait très bien Alexis, pour gagner les marchés du futur en ce sens. Donc, il y aura une puissance publique. Est-ce que cette puissance publique, outre le fait d'accompagner, de partager les bonnes pratiques, de faire jouer la diplomatie économique dans les pays tiers, tout ce qui est en devenir aujourd'hui, est-ce qu'elle peut en plus contrôler et sanctionner? Le débat est posé et il y a une ligne rouge sur ce point, c'est que dans tous les cas, elle ne devra pas priver les plaignants d'un accès à la justice. Et je voudrais à ce stade souligner l'avancée permise par le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, qui, à travers le projet de loi justice, a permis de clarifier la juridiction compétence en France en matière de justice. Ce sera donc le tribunal de Paris, c'est une juridiction civile. Quand c'est du devoir de vigilance, c'est le tribunal de Paris, c'est une juridiction civile. Il n'y a plus de débat avec le tribunal de commerce. Ça ne veut pas dire que les choses ne relèvent pas du tribunal de commerce, mais le devoir de vigilance relève du tribunal civil. C'est une avancée de clarification très importante. Donc ce débat-là est reposé sur autorité administrative, juridiction civile. Encore une fois, ligne rouge pour les Français, et je crois que c'est partagé par le gouvernement. Personne ne doit être privé de justice. Est-ce qu'il y a une voie B administrative? La question est posée, elle mérite d'être posée. La deuxième question, c'est la question du champ des entreprises concernées. Il y a bien sûr les questions des statuts juridiques, on n'a pas le temps ici de le développer, mais il y a un certain nombre de statuts juridiques qui ne sont pas concernés. Certains nous disent que c'est un débat qui est vain, d'autres qui est très pertinent. Il va être précisé par la mission que je conduis avec ma collègue et nous ferons un rapport d'opportunité sur l'élargissement des formes juridiques. Le vrai débat porte de façon plus précise et plus effective sur la question des périmètres de taille d'entreprise. Les Allemands étaient très audacieux avec l'inclusion de quasiment toutes les tailles d'entreprise, avec des degrés d'exigence adaptés à ces tailles, donc avec une progression dans le temps. Il me semble que cette voie allemande, en l'occurrence, l'école allemande doit être suivie en la matière. Reste la question du profondeur de champ. Là, la loi française s'appuie sur le lien commercial établi. Dès lors qu'il y a un lien en termes d'intensité, de régularité, avec un sous-traitant, une filiale, le devoir de vigilance et l'obligation d'un plan de vigilance s'appliquent. Dans la loi allemande, il y a des restrictions au premier et au deuxième rang, avec des degrés de gravité et d'implication différents. Évidemment, nous préférons l'école française. Reste à la préciser juridiquement et à vérifier que politiquement, elle puisse faire un consensus. Nous allons nous y employer en tout cas. Voilà ce que je peux dire des débats français et des débats européens. Un élan de l'Assemblée nationale à l'unanimité, relayé par le gouvernement. Je voudrais saluer ici le dialogue que nous avons eu avec Franck Riester à l'Assemblée, mais également avec Clément Beaune, avec d'autres ministres autour de l'Alliance 8-7 qui fait de la France un pays pionnier dans la lutte contre le travail des enfants. Dans tous les rapports des différents ministres revient le fait que le devoir de vigilance est un levier important de cette lutte contre l'indécence du travail des enfants et du travail forcé. Il y a donc apparemment une convergence. C'est un débat européen, il est posé aussi clairement que je l'ai posé tout à l'heure avec d'autres sous-jacents qu'on n'a pas le temps de développer, mais le débat s'ouvre à l'échelle européenne. Il me reste peut-être à vous dire en conclusion, n'espérant ne pas avoir été trop long, chers amis, que ce projet de directive signe une maturité, une petite révolution culturelle en Europe. L'Europe du Green Deal, l'Europe du plan de relance et de l'affranchissement des politiques d'austérité pour faire face à la crise, le fait de vouloir faire l'économie et l'écologie en même temps, c'est une petite révolution. Mais cette loi, plus largement, et cette directive qui sera accélérée pendant la présidence française, mais qui en aucun cas ne pourra être adoptée, au mieux, on serait l'adoption d'une directive en 2023 et application dans les pays membres à l'horizon 2024-2025, comme de tradition. Cette accélération devra se faire avec un remembrement, une réflexion d'une architecture législative plus harmonieuse et mieux articulée. En effet, dans la même période, nous réformons la directive sur les déclarations extra-financières, sur la taxonomie verte. Différentes initiatives sont prises sur des sujets très précis comme les minerais de sang, ça date un petit peu, mais c'est en application seulement maintenant, mais également sur la déforestation. Nous avons des annonces sur des sujets très thématiques. Donc, on a une loi très transversale, le devoir de vigilance, et puis il y a des options thématiques qui sont en train d'être prises. Tout ça devra bien sûr être articulé, confronté, et nous allons, grâce à tout cela, vers une nouvelle architecture législative nationale et européenne qui armera notre continent et notre Union européenne pour agir dans la mondialisation
en vue d'une économie plus humaine et plus écologique. C'est une bonne nouvelle pour 2022. Dominique Potier, merci beaucoup de ce propos éclairé et éclairant pour nous tous. On voit passer beaucoup d'informations. Votre point de vue est assez unique, donc il est très riche pour nous. Je vous propose maintenant de rentrer un peu dans la mécanique de ce qui a fait notre prix cette année. Du coup, une application un peu anglais par le FIR et A2 Consulting. Je propose de passer la parole à Patrick Galanex, qui est donc associé chez A2 Consulting et qui est un petit peu le chef d'orchestre de l'analyse de ces plans de vigilance, donc du CAC 40, puisque c'est le périmètre qui a été retenu. Patrick, à toi la parole. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup, Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, nous allons passer quelques minutes ensemble pour vous rappeler un petit peu les éléments méthodologiques et surtout les particularités de cette 4e édition, hein, qui, globalement, dans son esprit, vous l'avez compris, n'a pas fondamentalement changé par rapport à la première édition. Très clairement, l'idée, ça reste de valoriser donc publiquement hein, les bonnes pratiques des entreprises. Vous l'avez compris, ça a été rappelé en introduction, essentiellement dans l'esprit d'alimenter, de nourrir un dialogue on va dire win-win hein, quelque part, puisque l'objectif, c'est bien, sous le couvert de l'amélioration continue du progrès, de faire en sorte que chacun y trouve son compte, les entreprises naturellement, leurs parties prenantes bien sûr, qui sont les premières concernées, mais naturellement les investisseurs qui, c'est le cas de le dire, arrivent au bout de chaîne et qui, par définition, ont tout intérêt à faire en sorte que ce processus, on va dire vertueux, se systématise. Donc pas de changement fondamental pour cette édition, si ce n'est, vous l'avez rappelé également, tous les uns les autres, qu'il y a une volonté commune sur la page d'après, c'est qu'il y a eu une volonté commune de la part du jury, c'est véritablement de faire en sorte qu'on puisse stabiliser au mieux la méthodologie, hein, puisque nous sommes tous ensemble dans un processus d'amélioration continue qui concerne les investisseurs tout autant que les émetteurs. L'idée, c'était quand même de faire en sorte qu'on puisse mesurer un petit peu les progrès d'une année sur l'autre. Et donc, il y a eu quand même on va dire un mobile, en tout cas un cheval de bataille au niveau du jury qui a consisté à chercher à faire en sorte qu'on puisse confronter les résultats d'un exercice à l'autre, peut-être de façon plus facile, évidente, en tout cas qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Donc, les 3 leviers historiques restent tout à fait caractéristiques de la méthodologie. Un premier levier qui est l'existence d'un jury multipartie prenante, dont vous avez les représentants sous les yeux. Je pense que le président en parlera plus directement tout à l'heure, qui est garant, hein, ce jury évidemment des orientations stratégiques, de la méthodologie et naturellement des résultats. Un deuxième levier qui reste l'existence ou l'utilisation d'un référentiel propriétaire, donc qui est propre à ce prix plan vigilance, qui est garanti aussi quelque part avec un partenariat avec l'université Paris-Nanterre, hein, Madame Béatrice Bellini, qui effectivement est intervenue dans l'évolution de cette grille, sous le couvert d'une équipe que je me permets d'ailleurs de saluer, hein, Pauline de Villèle, Bénédicte Léger et Mathilde Léoné. Je le fais parce que je ne le fais habituellement pas et c'est important, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un travail important de notation et donc d'application du 3e levier qui sont les règles de notation en tant que telles. Donc, ce recours à ces règles, cette année, il était souhaité que véritablement le processus, le principe d'homogénéité soit vraiment effectivement complètement suivi entre les entreprises, bien sûr, entre les secteurs et entre les zones géographiques. Nous sommes restés avec une notation sur un barème entre 0 et 3, donc sur 4 niveaux, mais avec la maturité également de notre côté. Ces niveaux ont été cette année appréciés avec un pas de 0,25. Donc c'est important, l'an dernier le pas était de 0,5. Donc on voit que chaque année, en mûrissant tous ensemble, on parvient à être plus fin sur l'appréciation que l'on peut faire du comportement de chacune des entreprises. Alors sur le référentiel, concernant la page suivante, donc on a parlé de stabilisation, il reste orienté autour des 2 grands ensembles qui, c'est le 3e exercice maintenant, hein, qui sont en tant que tels le socle et l'ossature de ce référentiel. Donc, premièrement, les 5 points obligataires des obligations réglementaires, que vous connaissez tous, on ne va pas les rappeler, qui concernent le plan en tant que tel, mais surtout le compte-rendu de mise en œuvre, hein, qui, je vous le rappelle, est obligatoire, lui, depuis le 2e exercice d'application de la loi, et donc qui va se retrouver ici compris dans le critère que l'on a appelé dispositif de suivi d'évaluation des mesures. Et en dessous, vous avez un petit critère qui s'appelle résultat. Résultat, ça fait
précisément référence à ce compte-rendu de mise en œuvre. Le deuxième point, c'est qu'il y a toujours un axe de démarche qui consiste effectivement à mettre en évidence, on va dire, le dispositif de vigilance de l'entreprise au sein de sa stratégie générale et donc plus particulièrement en lien avec le modèle d'affaires, dans l'esprit qui aujourd'hui conditionne un petit peu la réflexion au niveau européen. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est d'appréhender les éléments de gouvernance, de relation avec les parties prenantes et d'une façon générale, les moyens qui sont mis à disposition et en œuvre pour pouvoir servir effectivement ce dispositif. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point, c'est plutôt sur les éléments on va dire, de caractérisation des critères, c'est de règles d'appréciation, ce qu'on appelle des règles d'appréciation, que les choses ont pas mal évolué cette année. Je rappelle pour ceux qui sont là depuis 4 tours que l'idée, c'est véritablement chaque année de tenir compte des expériences relatives aux nouvelles bonnes pratiques identifiées sur l'exercice qui vient de s'écouler. Donc, à nouveau, cela a été fait. Donc, tenir compte des nouvelles bonnes pratiques, ça c'est le premier point. Et puis, deuxième point, tenir compte des évolutions sur le plan académique, puisque ça a été évoqué tout à l'heure par monsieur le député. Il y a des travaux assez importants qui sont faits sur ces sujets. Et donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas oublier des éléments qui permettraient d'aller de l'avant, alors qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas utilisés. Donc, les grands principes directeurs de l'OCDE, évidemment, restent le cheval de bataille pour ce que sont les règles de qualification. Le nul OIT ne sont pas oubliés, la norme ISO 20400 non plus. Pas de changement sur le fond dans l'esprit. En termes de périmètre, en revanche, donc, a été évoqué tout à l'heure un champ d'action qui est celui du CAC 40, si on veut bien passer sur la page d'après. Merci. Donc, aujourd'hui, ce périmètre est toujours arrêté au 31 octobre, comme chaque année, de façon à tenir compte des éventuels décalages d'exercice, certaines entreprises ayant un exercice à la fin septembre, qui clôt à la fin septembre. Donc, aujourd'hui, sur cet exercice, donc une sortie, donc il y a TOS, une entrée, Eurofins Scientific, et puis une transformation, PSA, qui, en fusionnant avec Fiat Chrysler Automobile, est devenu Stellantis. En revanche, c'est bien le prix de plan de PSA qui a été évalué, puisque chacune des 2 structures composant ce nouvel ensemble a réalisé son dispositif ou a suivi son dispositif de façon indépendante pour l'exercice qui est en cours. Donc, il est à noter que sur cet ensemble, il y a 2 entreprises qui n'ont pas restitué de plan. Il s'agit, on peut les citer, donc d'Eurofins et d'Unibail, qui ne sont pas sous le coup de la loi par rapport effectivement aux critères de nombre de salariés en France. Et puis, il y en a une aussi, Arcelor, qui a diffusé son plan, mais donc qui est le même que sur l'exercice antérieur. Je pense que c'est important de le noter puisqu'on est dans un esprit de progrès. Alors, pour ce qui concerne les résultats, des choses assez intéressantes pour cette 4e édition. Alors, si on regarde la progression des notes en tant que telle, on reste dans l'orientation qu'a évoqué Jacques Schramm tout à l'heure, une progression de la note moyenne des entreprises, donc qui traduit finalement un gain de maturité qui est assez linéaire depuis les 4 éditions, avec une distribution des notes que vous avez à gauche qui à nouveau s'est déplacée un petit peu sur la droite. Alors, on a un élément caractéristique quand même cette fois-ci, c'est qu'on a une forme lobe normale, vous voyez, un petit peu inversée, pour les financiers que nous sommes. On avait la même, mais complètement symétrique il y a 4 ans, donc avec le gros pavé, si vous m'autorisez, qui était complètement sur la gauche. Donc, c'est assez intéressant. Ça traduit, au-delà du progrès moyen, que finalement, il y a quand même moins de débutants, je pourrais presque dire de mauvais, pardonnez-moi, je ne vais pas porter de jugement, mais c'est fait, donc qu'au début. Et qu'en revanche, ça reste quand même tronqué sur la droite. C'est-à-dire qu'il est quand même difficile d'accéder au statut de leader. Donc, on voit bien que les efforts marginaux pour parvenir au meilleur niveau sont quand même assez lourds à fournir et que ça a été évoqué. L'exercice d'un point de vue pratique et opérationnel n'est pas évident du tout. Il n'en demeure pas moins que si on regarde maintenant au niveau des axes sur la page d'après, le phénomène qu'on avait qualifié un petit peu de greenwashing, du devoir de vigilance, qui finalement opposait des notes sur l'axe communication démarche largement supérieures aux notes de l'axe obligation réglementaire, c'est-à-dire technique et opérationnelle. Cet écart reste valable. On a des notes de communication qui sont supérieures aux notes de pratique, mais il se réduit et de façon dorénavant très significative. Donc on voit bien que l'exercice qui consistait à communiquer peut-être sur des choses qu'on ne faisait pas forcément, aujourd'hui est un exercice qui consiste à communiquer mieux sur ce qu'on commence à maîtriser. C'est quand même une véritable étape
qui a été franchi. Enfin, si on va sur les critères, donc sur la page d'après, donc si on raisonne véritablement sous-sujet par sous-sujet, on voit qu'il y a une quinzaine effectivement de sujets qui sont appréhendés de façon indépendante. Globalement, ce sont toujours, comme l'an dernier, les critères relatifs au périmètre d'application, donc typiquement les filiales évaluées, le rang des fournisseurs et le spectre des fournisseurs évalués, donc premier critère. Et deuxième critère, les résultats, c'est-à-dire la communication sur on va dire la performance sociétale effective le long de sa chaîne d'approvisionnement. Ces deux critères qui étaient les moins bien notés l'an dernier sont toujours cette année les deux critères les moins bien notés. Donc on a une certaine stabilité, malheureusement pas forcément dans le sens souhaité à nouveau cette année, alors qui résulte du fait, qui traduit, le fait que les entreprises ont du mal non pas à communiquer sur le périmètre, mais peut-être tout simplement à faire progresser ce périmètre. Donc là, on bute en réalité sur de vrais sujets opérationnels, de déploiement dans des organisations complexes, ça a été évoqué ici en introduction. Et puis deuxièmement, nous avons des entreprises qui diffusent des résultats, mais qui restent des résultats partiels, c'est-à-dire plutôt des résultats orientés sur des indicateurs de moyens, par exemple le nombre de fournisseurs évalués, le nombre d'audits réalisés, plutôt que sur des résultats qui seraient typiquement ce qui est attendu dans le cadre de l'esprit de la loi, c'est-à-dire une performance sociétale sur idéalement sa chaîne d'approvisionnement, évidemment les filiales également, par exemple un taux d'accidentologie sur ces fournisseurs critiques de rang 1. On peut également noter sur la page d'après 3 comportements caractéristiques de cette édition. Alors, premièrement, sur la méthodologie de cartographie des risques. Aujourd'hui, si beaucoup d'entreprises ne sont pas encore tout à fait peut-être au niveau souhaité, c'est-à-dire celui véritablement d'avoir un niveau de hiérarchisation qui est totalement effectif et qui permette de s'appuyer sur un niveau de gravité avec un minimum de sérénité. Globalement, la moitié des entreprises maintenant ont une note supérieure à la moyenne théorique, le 1,5. Donc, l'exercice est fait en moyenne, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment la première année, mais même pas encore le cas non plus l'an dernier. Donc ça, c'est quand même effectivement un point qu'il faut tout à fait noter. Le deuxième point, c'est que le contrôle du dispositif, c'est-à-dire les éléments qui permettent de s'assurer que le dispositif mis en place est viable, fonctionne. Là, très clairement, nous sommes encore sur un terrain relativement vierge, puisque la moitié des entreprises, en fait, ont une note inférieure, 1,5, et là, pour le coup, c'est une véritable voie de progrès qui reste, non pas à ouvrir, elle est ouverte, mais en tout cas consolidée. Enfin, la diffusion des résultats, je l'évoquais tout à l'heure, reste quand même très décevant, puisque finalement, c'est moins de 75% des entreprises qui communiquent, et comme elles le font, je l'évoquais, elles le font de façon extrêmement superficielle. Alors, enfin, pour synthétiser, je vais relativement vite pour laisser la place effectivement au vrai sujet. Si on regarde bien globalement, en synthèse, on peut dire que les entreprises dorénavant publient un plan. Donc ça consolide les efforts collectifs qui ont été évoqués tout à l'heure. C'est quand même en soi une vraie réussite. Deuxièmement, que l'exercice de la cartographie des risques, même s'il a beaucoup progressé, reste un enjeu majeur, avec des méthodologies qu'il faut affiner, qu'il faut pouvoir déployer, et sur lesquels il faut pouvoir établir un socle de plan d'atténuation qui reste aujourd'hui, dans la majorité des cas, relativement instable. On est plutôt assez solide sur les actions préventives, sur les actions correctives. Ça reste quand même un terrain assez mouvant. Et enfin, donc, sur les résultats, on l'a vu, les degrés d'exposition sont rarement restitués ou présentés, malgré les progrès qui sont faits réellement, typiquement en termes de diffusion de KPI. L'an dernier, il n'y avait pas beaucoup d'indicateurs clés sur ces résultats. Cette année, il y a des indicateurs spécifiques à la chaîne d'approvisionnement qui ont été diffusés. Alors toutefois, je note juste 2 points avant de rentrer dans les bonnes pratiques et j'arrêterai là. C'est que dans les bonnes pratiques, on voit bien que les choses se précisent. Aujourd'hui, les acteurs qui maîtrisent l'exercice différencient bien le périmètre des filiales du périmètre des fournisseurs, avec souvent des tableaux de restitution des informations qui sont eux-mêmes autonomisés. On a aussi de façon systématique maintenant une déclinaison des principes de responsabilité sur le champ là aussi plutôt des fournisseurs, et avec dans beaucoup de cas maintenant une obligation, ou en tout cas une surveillance de la diffusion des règles
donc obligation pour que les fournisseurs eux-mêmes appliquent des principes de vigilance sur leur propre environnement. On voit aussi émerger des solutions numériques de plus en plus efficientes avec des résultats techniques, typiquement sur les audits également, et sur le niveau de traitement, par exemple, des alertes, qu'on n'avait pas il y a deux exercices encore. Quelques bonnes pratiques prises comme ça un petit peu en vrac. Je ne vais surtout pas toutes les lister, ce n'est pas l'objet de l'exercice, hein. Vous aurez le document que vous pourrez lire à tête reposée. J'en note quelques-unes simplement. Par exemple, d'un point de vue stratégique, sur le plan de la stratégie, aujourd'hui, on a systématiquement, en tout cas assez fréquemment, des paragraphes sur la gouvernance, les dispositifs dédiés, donc en termes d'instance au devoir de vigilance, avec une explicitation de la relation, des modalités de relation avec les parties prenantes. On a des tableaux de type d'action aujourd'hui qui sont aussi splittés par typologie d'action. Donc avant, on avait souvent des actions préventives, un petit peu en vrac, sensibilisation, formation, actions de santé-sécurité sur le terrain. Aujourd'hui, elles sont cataloguées en actions d'engagement, en actions d'auto-évaluation, de vérification, de formation naturellement et autres. On a des éléments sur la cartographie des risques qui, aujourd'hui, dans certaines, c'est la première fois qu'on voit ça cette année, réévaluent le niveau de risque effectif au regard des survenances donc elles-mêmes effectives. Donc, on ne reste pas dans l'exploratoire, dans des choses qui seraient indépendantes de l'organisation d'entreprise. Donc, ça, c'est un point extrêmement important que l'on note. Et je terminerai sur le sujet de dispositifs de suivi et d'évaluation des mesures. Donc là, pour la première année, nous avons donc cette fois-ci eu de vrais résultats avec de vrais KPI sur la chaîne d'approvisionnement, plus particulièrement sur les taux d'accidentologie. Et donc, c'est suffisamment notable pour effectivement être clairement affiché. Et c'est précisément ce type d'information qu'il serait souhaitable de voir apparaître plus naturellement, au moins pour l'exercice qui suit. Et j'en terminerai là. J'ai été très rapide, peut-être un peu trop, mais le temps nous était compté. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Non, c'était quand même assez exhaustif. Hein. Donc, globalement, beaucoup de choses ont été dites. En tout cas, merci beaucoup de ce point sur l'émission de cette année. Je propose de passer la parole désormais du coup au président du jury, Lionel Brun, qui est directeur délégué chargé des affaires institutionnelles de Préfonds, pour nous faire un point à la fois lui, donc, sur sa vision personnelle en tant que président du jury et puis aussi finalement remettre les prix, chose importante aujourd'hui. Merci Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par remercier l'ensemble des membres du jury et les équipes qui ont pris en charge l'organisation et procédé à l'instruction préparatoire des prix. Je tiens à souligner le caractère constructif du travail qui a été mené ensemble, qui témoigne d'ailleurs de l'intérêt de parties prenantes diverses pour le devoir de vigilance. Et donc des enjeux qu'il recouvre pour les institutions, pour la société civile, pour les acteurs financiers ou la recherche universitaire. De manière générale, le modèle des entreprises multinationales pose en lui-même le problème, ça a été dit, de rapports complexes entre les structures donneuses d'ordre et la chaîne de production. Et sans dépasser cette contradiction en soi, des dispositifs tels que la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères participent à tisser des réseaux de responsabilité dans l'économie transnationale. Et pour les acteurs financiers, les investisseurs qui sont représentés au sein du FIR, c'est une possibilité de s'appuyer à leur tour sur ces réseaux dès lors que ceux-ci apparaissent suffisamment denses pour empêcher les dommages sociaux et environnementaux et les atteintes aux droits de l'homme. Une des manières de faire vivre ce dispositif, ça a été rappelé aussi, est de promouvoir les bonnes pratiques, pour que ces bonnes pratiques inspirent d'autres bonnes pratiques et d'autres acteurs, et qu'elles soient elles-mêmes bientôt complétées par de plus avancées. Cela m'amène à une réflexion sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir, en complément de ce qui est fait pour le prix dans son format actuel, de s'attarder sur la mise en œuvre du devoir de vigilance de sociétés de taille plus réduite que celle du CAC 40, puisque même si les défis sont peut-être moindres en termes d'échelle, il peut y avoir tout autant de bonnes pratiques à reprendre qui peuvent aussi éclairer les débats sur ces questions. Alors, pour ce qui concerne la méthodologie, Patrick en a parlé, le jury a effectivement décidé de conserver les pondérations des critères qui existaient auparavant, tout en précisant un certain nombre de critères de maturité des entreprises, d'abord par souci de continuité dans le temps,
Et sur ce point, le fait de rendre public les aspects fondamentaux de cette méthodologie permet aussi que les choix et les évolutions qui sont faits au fur et à mesure du temps soient traçables. Cela permet aussi, et c'est un intérêt particulier pour cette édition, de garantir une appréciation cohérente de la progression des entreprises. C'est ça qui a permis au jury de récompenser l'entreprise dont la note a le plus progressé entre les plans relatifs à l'exercice de référence 2019 et l'exercice de référence 2020 qui nous occupe aujourd'hui, et ce qui est conforme, à notre sens, à l'esprit de la loi. De manière générale, on constate un certain nombre d'améliorations concernant la mise en place d'indicateurs et l'intégration du degré de maîtrise des risques. Peut-être à signaler, sur un point un peu plus spécifique, on voit pointer de bonnes pratiques sur des thèmes particuliers, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Le jury n'a pas fait le choix de remettre cette année un prix climat, mais cela pourrait être une perspective pour les années à venir, y compris en intégrant les enjeux climatiques à la préservation de l'environnement, notamment de la biodiversité. Alors, je voudrais, avant de passer à la mention donc, des prix et à leur remise, à un point qui ça a été présent dans la discussion du jury, devrait nécessairement évoluer dans les années à venir, qui concerne le suivi effectif des plans, avec davantage de comptes rendus publics de mise en œuvre, et notamment à travers des indicateurs qui soient véritablement de résultats. Il s'agit là d'un axe crucial d'évolution, y compris d'ailleurs pour nos lauréats, afin d'intégrer la vigilance aux opérations de production même. Et à cette fin, un débat ouvert avec les parties prenantes des entreprises sur la réduction des impacts sociaux et environnementaux négatifs identifiés y contribuera. Alors, j'en viens sans plus attendre aux deux prix. Alors, pour ce qui concerne tout d'abord la meilleure progression, donc, qui est le nouveau prix cette année, vous voyez apparaître là l'évolution entre les deux exercices de référence du lauréat. Et donc, ce qu'on repère assez vite, c'est une amélioration en termes de prise en compte au niveau de la gouvernance et donc de la stratégie du suivi des plans de vigilance, du devoir de vigilance, et puis une amélioration aussi pour ce qui concerne les aspects concrets de classification des risques et d'évaluation des fournisseurs. Alors peut-être deux points d'amélioration qui concerneraient l'amélioration de la méthodologie de cartographie et la mise en place d'objectifs pour les indicateurs clés de performance sur la chaîne d'approvisionnement. Cela dit, j'en viens donc à dévoiler le nom de l'entreprise qui est récipiendaire de ce prix, et donc j'ai le plaisir d'annoncer qu'il s'agit d'Air Liquide. Et je vais tout de suite passer la parole à Fabienne Lecorvaisier, qui est directeur général adjoint en charge du développement durable, des affaires publiques et internationales, ainsi que des programmes sociétaux, incluant la Fondation Air Liquide, et à Claire Mesplède, qui est directeur chargé de mission devoir de vigilance, pour réagir à cette remise de prix, et pour laquelle je leur prépare de toutes mes félicitations au nom du jury. Donc, bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury. C'est avec un très grand honneur, mais aussi une grande satisfaction que nous recevons ce prix nouvellement créé qui récompense la meilleure progression pour notre plan de vigilance. Nous vous remercions évidemment vivement pour cette reconnaissance de la démarche de progrès dans laquelle nous avons souhaité nous inscrire pour répondre aux attentes de nos parties prenantes sur les 3 enjeux couverts par le devoir de vigilance. Nous restons cependant très modestes sur ce sujet et sommes bien conscients, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que le parcours vers l'excellence doit continuer à nous mobiliser. Alors, créer de la valeur économique, mais aussi contribuer à une croissance porteuse de sens, c'est au cœur de la dynamique de développement du groupe Air Liquide. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit évidemment la démarche de vigilance. Nous avons annoncé le 23 mars 2021 des objectifs renforcés pour agir en faveur d'un avenir durable. Donc, le groupe a pour ambition de faire une réelle différence avec un plan que l'on a structuré autour de 3 axes: agir pour une société bas carbone, agir pour la santé et puis agir en confiance, en s'engageant auprès des collaborateurs et en s'inscrivant dans les meilleures pratiques de gouvernance. Et beaucoup de ces engagements, bien sûr,
participent à la prévention et à l'atténuation des risques qui sont identifiés dans notre cartographie des risques de vigilance. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que notre plan de vigilance s'appuie sur une gouvernance qui est très structurée. Elle est exercée en interne par le comité éthique et conformité et au niveau des instances dirigeantes par le comité environnement et société, qui est un des comités spécialisés du conseil d'administration qui est dédié au sujet de responsabilité sociale et environnementale. Et donc, ces deux organes se complètent pour suivre l'avancée de nos plans de vigilance. Donc, pour renforcer la coordination des sujets relatifs au devoir de vigilance, j'ai décidé de créer en 2020 une responsabilité dédiée. Et aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui encadrent la mise en œuvre de la démarche de vigilance d'Air Liquide. Alors, ce n'est pas ces 2 personnes, bien sûr, qui font le travail. Leur responsabilité consiste à coordonner la structure et le contenu du plan pour mieux répondre aux attentes des parties prenantes et puis à émettre des recommandations vers les différentes directions qui sont impliquées. On peut citer les achats, les ressources humaines, le développement durable, le système industrie et sécurité, l'éthique. Et ce sont ces directions qui déterminent les actions d'atténuation des risques, qui assurent leur suivi et contribuent ainsi à l'élaboration, à la mise en œuvre de notre plan. Donc voilà, je me propose maintenant de céder la parole à Claire Mesplède, qui, en tant que VP Duty of Vigilance, pilote, entre autres, ces travaux et va pouvoir vous donner quelques détails sur nos priorités. Mais avant cela, je voudrais encore vous remercier. Nous sommes très fiers de cette distinction. Merci Fabienne. Bonjour à tous. Donc, je vais vous donner un petit peu plus d'informations opérationnelles sur la mise en œuvre et le déploiement de notre plan. Donc, concernant l'exercice 2020, qui a été marqué, comme l'a dit Fabienne, par l'évolution de notre organisation relative au devoir de vigilance, l'objectif majeur s'est porté sur la structuration de l'approche pour mieux répondre aux attentes des parties prenantes et notamment pour améliorer l'accessibilité à notre plan de vigilance. Ce travail collaboratif qui a été mis en œuvre, il a été donc organisé avec les départements qui agissent sur les enjeux du devoir de vigilance et avec les opérationnels, bien évidemment, présents dans nos organisations et au sein de nos fournisseurs. Ceci nous a permis de concevoir tout d'abord la structure du plan de vigilance qui nous semblait la plus appropriée pour une communication fluide qui faciliterait la compréhension au lecteur sans répétition d'un enjeu à l'autre. Ceci a été un objectif très important pour nous. Et à titre d'illustration, nous avons donc identifié des mesures transverses à plusieurs enjeux et celles-ci, comme le système d'alerte, font l'objet de parties séparées. Ensuite, nous avons décidé de publier sur notre site Internet un document autonome, plus attractif, reprenant le texte du plan de vigilance présent dans le document d'enregistrement universel et enrichi de la présentation du groupe, de ses activités, de son modèle d'affaires, des chiffres clés, afin d'accroître l'accessibilité et la compréhension des enjeux et des actions engagées. Ensuite, nous avons décidé d'intégrer une sélection d'illustrations opérationnelles pour rendre compte de la mise en œuvre des actions d'atténuation au cours de l'exercice dans les entités du groupe. À cet effet, nous avons intégré des encarts qui mettent en avant les initiatives qui participent à l'atténuation et à la prévention des risques, tout en étant adaptés à un contexte local. Et enfin, fixer des objectifs pour certaines actions et présenter les résultats de l'année. Ces avancées qui sont aujourd'hui saluées par le prix qui est décerné à notre plan de vigilance en 2021 renforcent notre engagement sur les voies de progrès qui ont été entamées et que nous allons poursuivre. Ce parcours d'amélioration intègre notamment plusieurs enjeux. Tout d'abord, l'évolution de la méthodologie de cartographie des risques saillants dans les différentes catégories d'individus pouvant être affectés, basée sur celles préconisées par les standards internationaux de l'ONU et de l'OCDE.
Ensuite, le traitement des nouveaux risques découlant de cette approche encore plus fine. L'ouverture du système d'alerte à toutes les parties prenantes. Et enfin, comme il a été déjà rappelé au cours de cette réunion, la réflexion pour la détermination d'objectifs de résultats pour certains enjeux, une fois que la maturité d'objectifs de moyens sera suffisante. Mesdames et messieurs, nous vous renouvelons encore nos remerciements pour le prix que vous venez de nous décerner et soyez certains que ce prix renforce notre engagement dans le plan de vigilance que nous allons publier en mars 2022 et qui matérialisera de nouvelles avancées. Encore merci. Merci et encore bravo à vous. Je vais en venir immédiatement au prix traditionnel du prix FIR. Alors, si on peut afficher. Alors, donc, le lauréat du meilleur plan de vigilance, comme vous le voyez, se classe particulièrement bien sur les aspects de démarche et a mis en place un certain nombre de pratiques qui lui permettent de se positionner aussi de façon satisfaisante sur ses obligations réglementaires et notamment une analyse des risques par fournisseur assez avancée et un audit externe du plan. Alors, comme c'est rappelé là, il y a aussi des voies d'amélioration et notamment, on l'a déjà mentionné, le fait de parvenir à publier des résultats, des indicateurs de performance ou de résultats avec des objectifs temporels et un horizon temporel. Alors, je vais immédiatement dévoiler de même le nom de l'entreprise récipiendaire et donc il s'agit d'Orange. Et je vais donc, tout en la félicitant, passer la parole à Elisabeth Chungui, qui est directrice exécutive RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange et aussi présidente déléguée de la Fondation Orange, pour réagir à la remise de ce prix. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens vraiment à vous remercier pour ce prix. Alors, cette cérémonie est virtuelle, mais croyez-moi, ce prix n'a absolument rien de virtuel pour toute l'équipe Orange. Nous sommes d'autant plus flattés par cette reconnaissance que c'est la deuxième fois qu'Orange reçoit ce prix. On en est très fiers. J'y vois évidemment une récompense pour tout le travail fourni dans la mise en œuvre du plan de vigilance à travers le groupe Orange, un travail d'équipe, hein, évidemment. Nous avons déployé beaucoup de moyens pour y arriver et nous continuons à investir chaque année humainement et financièrement pour obtenir des résultats. Alors, par exemple, cette année, nous avons recruté une personne dédiée au déploiement du plan de vigilance au sein de ma division, la division responsabilité sociétale, Jennifer Lecomte, pour ne pas la nommer, et que je remercie. Mais bien entendu, cette distinction va au réseau de correspondants locaux au plan et de risk managers qui travaillent avec elle dans les 28 pays et les entités du groupe Orange. Et puis, évidemment, cette réussite, c'est aussi la résultante d'un lien renforcé de travail avec la direction des risques et du contrôle interne groupe afin d'assurer notamment un alignement méthodologique. Donc, vous l'avez compris, ce plan de vigilance, c'est le résultat d'un travail d'équipe qui implique de nombreuses directions de l'entreprise, la direction RSE, évidemment, mais aussi la direction juridique, le risque et contrôle interne. Les achats, hein, c'est essentiel. Hein, Jacques Schramm soulignait tout à l'heure le caractère prioritaire de la décarbonation des achats. C'est aussi le fruit d'un travail avec les RH. Et puis, j'insiste, hein, les pays et les entités d'Orange hein, qui mettent tous les moyens pour déployer localement ce plan. Le caractère extraterritorial de la réglementation implique vraiment l'investissement de tous dans le monde entier chez Orange. Alors, toutes les équipes continuent de travailler dans le sens de la transparence. Alors, ce prix, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi une grande responsabilité, hein, la responsabilité de continuer à faire plus, à faire mieux. Et cette année, d'ailleurs, nous avons remis le travail de rédaction du plan en perspective
des attentes, avec les attentes de nos parties prenantes, et sa structure va être modifiée, même si le plan va rester bien évidemment un document indépendant du document d'enregistrement universel. Alors, cette nouvelle version va notamment intégrer le lien entre les outils et la mise en œuvre opérationnelle. Par exemple, nous mettons en place un outil digital de gestion des risques, mais aussi des modules de formation, une sensibilisation des fournisseurs, hein, c'est vraiment une des clés. La nouvelle version va intégrer également la confrontation de notre plan avec l'avis des parties prenantes, grâce à la réalisation d'un dialogue parties prenantes sur le devoir de vigilance, un dialogue parties prenantes vraiment spécifique sur le sujet. Et puis, cette version va intégrer aussi le déploiement d'un dispositif d'alerte qui est digital, qui est ouvert au public 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un dispositif intitulé Hello Ethics, qui permet donc à toutes et à tous, hein, les clients, le public, les employés, les fournisseurs, les sous-traitants, de lancer une alerte en toute sécurité. Donc, pour terminer, je veux vous renouveler encore une fois, au nom de toute l'équipe, hein, mes remerciements. Ce prix, c'est vraiment une reconnaissance du travail fourni. Et il nous engage également, hein, sur la voie de l'excellence pour l'année qui débute. On ne dit jamais 203, hein, donc nous sommes mobilisés. Et encore une fois, je dédie ce prix à toutes les équipes d'Orange qui y ont contribué, et chacun et chacune le mérite amplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo à nouveau donc à nos 2 lauréats de l'année, Orange et Air Liquide. Alors juste pour vous dire aussi que ce prix se matérialise sous la forme d'un trophée. Voilà, donc vous avez 2 trophées ici qui sont ceux du meilleur progrès et du meilleur plan de vigilance qu'on fera en sorte de remettre aux équipes dans les tout prochains jours. Vous signalez aussi que la présentation que vous avez vue tout à l'heure sera disponible, est déjà disponible d'ailleurs sur le site du FIR, sur la Home, dans une version un peu plus étoffée d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les évolutions de l'année et les aspects méthodologiques plus précisément. Et je voudrais passer à la parole pour conclure donc à Stéphanie Kerbar, qui est députée et membre présidente du groupe RSE à l'Assemblée nationale et qui est membre de notre jury depuis l'origine. Un grand merci à Stéphanie qui nous a toujours soutenus dans ce prix, qui a fait le plaisir de nous accueillir d'ailleurs 2 fois les 2 premières éditions à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on ne peut pas le faire cette année, mais j'espère qu'on va la retrouver parce que je la voyais en vignette, j'ai l'impression qu'elle a un peu disparu. Donc, la remercier, non, la voilà. Donc, la parole est à vous, Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, en votre de présenter. Près de 9 années déjà se sont écoulées, mais on aurait tort de penser que le drame de Rana Plaza, qui a provoqué la mort d'au moins 1135 personnes et causé des blessures à plus de 2500 autres ouvrières et ouvriers, le 24 avril 2013 au Bangladesh, serait de l'histoire ancienne. Et que l'attention portée aux conditions de vie et de travail de ceux qui produisent une part immense des biens de consommation vendus sur la planète pourrait se relâcher. Tout au contraire, si la vague d'indignation et l'onde de choc suscitée par cette catastrophe ont fini par se disperser, hélas supplantée par celle d'autres drames, ils n'en ont pas moins mesure, se voulant plus protectrices pour la sécurité, la santé et le respect des droits humains. Le texte de loi adopté le 27 mars 2017 relatif au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre qui a pour objectif les enjeux environnementaux et de respect des droits humains en est un exemple concret. Inscrite parmi les pionnières à l'échelle de la planète, elle prévoit la mise en place dans ces entreprises d'un plan de vigilance qui répertorie et fixe ses objectifs en la matière sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et elle permet ainsi d'alerter les donneurs d'ordre lorsque leurs filiales, leurs sous-traitants ou fournisseurs violent les droits humains ou portent atteinte aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu'à l'environnement. Dans le prolongement de ce texte et afin de mettre en valeur les entreprises engagées dans ce processus, leurs efforts, leurs progrès, un prix du meilleur plan de vigilance a été lancé en 2018 à destination des entreprises du CAC 40,
prix pour lequel j'ai d'emblée eu l'honneur de faire partie du jury, comme vous l'avez souligné, comme présidente du groupe d'études RSE à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est encore à ce titre que je m'adresse à vous, et je le fais d'autant plus volontiers que cette remise de prix, dont je félicite les lauréats Orange et Air Liquide, a été ouverte par mon collègue Dominique Potier, co-auteur d'une proposition de résolution européenne, dont je suis également co-signataire. Et celle-ci vise à inscrire l'adoption d'une législation ambitieuse sur le devoir de vigilance des multinationales et parmi les priorités de la présidence française de l'Union européenne. Et je suis fière de vous annoncer qu'elle a été adoptée il y a quelques jours, jeudi dernier, et cela à l'unanimité. Et en effet, si le sujet est de plus en plus prégnant parmi les acteurs économiques, des initiatives telles que celles menées par le Forum pour l'investissement responsable et de consulting pour éditer un cahier des charges d'aide, pour aider un cahier chargé d'aider les investisseurs à mieux gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, semble de nature à élargir la mobilisation des entreprises. Il reste encore beaucoup à faire pour mettre un terme à des conditions de travail et d'exploitation parfois inacceptable. Et ainsi, une part non négligeable des entreprises concernées n'a pas publié son plan de vigilance. Ainsi, les multinationales ayant survécu en France sont encore, peuvent être encore régulièrement pointées du doigt pour des atteintes aux droits humains et pour fermer les yeux sur le travail des enfants ou encore sur des opérations de déforestation sauvage, de saccage ou de contamination du milieu naturel. Engagée de longue date et avec conviction dans la mise en œuvre d'un secteur extractif responsable, j'ai ainsi attiré l'attention à de nombreuses reprises sur la nécessité de placer les donneurs d'ordre face à leurs responsabilités et leur imposer des stratégies de contrôle de leur chaîne d'approvisionnement et d'en mesurer les effets à court, moyen et long terme. Un exemple en est donné par la responsabilité de MIPA Initiative, la RNI, et il est révélateur. Le MIPA est utilisé dans de très nombreux secteurs, tels l'industrie automobile, les cosmétiques, l'électronique, les peintures et autres. Et certaines de ces industries ont pris conscience de leurs responsabilités et se sont engagées dans une voie de progrès. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de son, parce que je suis dans un milieu un petit peu compliqué. D'autres, comme j'ai pu le constater lors d'un séminaire parlementaire sur la transparence de l'industrie extractive et la place des femmes dans le secteur extractif à Madagascar, ont un peu plus de chemin à faire. Et les travaux de l'ARMI, à laquelle adhèrent plus de 66 grandes entreprises internationales, mais aussi la promotion des bonnes pratiques par les organismes tels que le Forum pour l'investissement responsable et l'équipe de consulting, peuvent les y encourager et concourent ainsi à la sécurisation des approvisionnements, confortant la souveraineté de l'industrie de notre pays, en réaffirmant sa place dans une Europe protectrice, vigilante sur les droits humains et de l'environnement. Je vous remercie. Je vous demande de pardonner peut-être l'environnement qui n'était peut-être pas propice à cette intervention, mais je suis entre deux rendez-vous sur d'autres lieux pour intervenir. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que si j'ai l'honneur d'être réélue lors d'un prochain mandat, eh bien, c'est avec plaisir que vous me trouverez à vos côtés et que l'on pourra se donner un nouveau rendez-vous à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Merci beaucoup pour cette intervention dans des conditions apparemment effectivement un petit peu difficiles, qui nous montrent à quel point il faut qu'on renforce nos outils aussi les uns les autres, qu'on soit meilleur sur les flux, meilleur sur… Et puis surtout, peut-être qu'on se voit en vrai, ce qu'on va se souhaiter pour le prochain plan de vigilance, et une cérémonie qui se fera peut-être dans l'enceinte de l'Assemblée nationale comme les premières éditions. En tout cas, merci à tous et encore bravo à nos lauréats. Merci à Stéphanie pour ce propos conclusif et on vous donne rendez-vous l'année prochaine.